Je pense que, à mesure que le temps passe, on s'éloigne en fait de la cause initiale, essentielle du conflit au Burundi. Il y a une cause, une seule. On a eu affaire à un coup d'État constitutionnel. Un chef d'État qui a simplement fait fi de la Constitution, des règles constitutionnelles qui ont été édictées il y a une dizaine d'années et qui a décidé donc de faire un hold-up. Nous avons affaire à un régime non pas composé d'acteurs politiques mais de braqueurs. Les gens qui ont organisé un braquage, le braquage d'un État. Et cela, la communauté internationale refuse de l'accepter, de le considérer comme tel. On continue de considérer le régime burundais comme un régime normal. Et tout à l'heure, David avait raison de poser la question de savoir est-ce qu'on a affaire à un régime normal? Est-ce qu'on a affaire, dans le cadre d'un règlement de conflit, à des interlocuteurs qui sont inscrits dans les principes généraux du droit international? Parce que quand il y a un conflit, il faut savoir aussi si les interlocuteurs avec lesquels on discute sont habilités, évidemment, à être considérés comme des acteurs politiques ordinaires et normaux. La situation au Burundi n'est pas une situation ordinaire, une situation exceptionnelle, avec un clan qui a fait main basse sur un pays, qui a pris en otage une population, qui a braqué, je pèse le mot, bien mon mot, nous avons affaire à des voyous qui ont braqué un État, et c'est cela et rien d'autre que ça. Mais c'est vrai qu'il y a une pudeur de la communauté internationale qui interdit à nos médiateurs professionnels de franchir le pas et de nommer les gens ou les choses telles qu'il faut les nommer. Alors, comme il faut aller très vite, j'aimerais signaler surtout que ce qui se passe au Burundi était prévisible, malheureusement. Moi, je me souviens, il y a quelques vieilles années, il y a 11 ans, un peu plus d'ailleurs, j'étais au Burundi et j'ai beaucoup même assisté à la conclusion du conflit à l'époque. Et quand Pierre Nkurunziza a été promu à la tête de l'État par la logique des accords d'Arusha, j'avais dit à mes amis burundais, ça va se passer très mal parce qu'il y a des individus qui ne sont pas habilités simplement à gouverner l'État. Avec cette impatience à tout prix conclure des protocoles de paix, des protocoles de réconciliation, on arrive parfois à des architectures. Sous nos tropiques d'ailleurs, souvent en Afrique, on se dit, bon, on va faire un arrangement, tenant compte des questions ethniques, tenant compte des questions politiques, pour à tout prix arriver à la paix. Sauf que, souvent, la paix qui est conclue à un moment donné n'est en général en fait qu'un conflit différé. Et c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Est-ce que la culture politique de ceux qui ont pris le pouvoir il y a une dizaine d'années au Burundi, est-ce que cette culture politique était compatible avec la gestion ordinaire d'un État? La réponse est non aujourd'hui, puisque au fond, c'est cette culture qui s'est développée dans le maquis, qui revient en quelque sorte au galop, qui remonte aujourd'hui et qui nous montre ces individus tels qu'ils sont, c'est-à-dire des acteurs politiques, des acteurs en tout cas, qui ont plus tendance à se comporter comme des voyous au sommet d'un État plutôt que comme des acteurs politiques tout à fait respectables. Alors quand on parle des communautés internationales, très rapidement, il faut savoir à qui on a affaire. On a affaire à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. On a affaire évidemment à l'Union africaine, on a affaire à l'ONU, on a affaire à l'Union européenne. Ce sont les acteurs les plus impliqués dans ce qu'on considère comme la résolution du conflit aujourd'hui. Que préconisent en général tous ces acteurs? Il y a eu des sanctions économiques qui ont été brandies par l'Union européenne notamment. La Belgique, c'est vrai, a été de ce point de vue-là à l'avant-garde de la sanction. Mais généralement, il y a un mot qui revient comme une incantation, c'est le mot dialogue. Il faut dialoguer, il faut dialoguer. La question, c'est de savoir qui dialogue avec qui. Il y a une impasse à ce niveau-là et personne ne veut le relever. Je me demande ce que se racontent M. Ban Ki-moon et M. Pierre Nkurunziza en tête à tête. Je me pose la question de savoir quelles ont été les discussions entre M. Zuma et M. Nkurunziza. Je me pose la question de savoir quand l'Union africaine décide d'envoyer un contingent militaire, une mission au Burundi pour régler la crise, sachant pertinemment que cette mission n'était même pas payée, que les finances n'existaient pas, et qu'on a brandi ça comme une solution qui, évidemment, a été étouffée très vite, puisqu'on savait très bien, évidemment, que Nkurunziza allait refuser le déploiement d'une force militaire sur le sol burundais. L'Union africaine n'en est pas à sa première intervention. Cela se fait. Ça s'est passé aux Comores il y a quelques années, où l'Union africaine a dû intervenir militairement pour faire respecter la Constitution. Donc cela est possible. Si on voulait le faire, on le ferait. Alors, c'est vrai que depuis,
tous ces acteurs de la communauté internationale que j'ai cités, les pays d'Afrique de l'Est, l'Union africaine, l'ONU ou encore l'Union européenne, personne n'évoque plus la raison initiale de ce conflit. On parle de dialogue, il faut s'arranger entre soi, c'est-à-dire il faut intégrer, il faut simplement accepter ce qui était au départ inacceptable pour les Burundais et pour lesquels les Burundais sont morts. Les Burundais sont sortis dans la rue, ils ont manifesté pour contester le viol d'une constitution, un coup d'État constitutionnel. Comment peut-on résoudre un conflit si on en écarte la cause essentielle? Cela est impossible, c'est une logique intenable. Et tous les échecs qu'on a constatés jusqu'à présent de cette communauté internationale des médiations viennent essentiellement de cela. Je vais terminer en disant qu'il y a une cause bien plus ancienne, je dirais presque psychologique. Il y a une forme de, je dirais, de mauvaise conscience collective que porte la communauté internationale à l'égard de Pierre Nkurunziza. Parce que ces accords d'Arusha, qui partaient d'un bon sentiment, il faut bien le dire, parce qu'il faut bien résoudre un conflit, sont parvenus à cet arrangement, cette architecture que je dénonce depuis des années. C'est-à-dire comment, au nom de la résolution d'un conflit, au nom, à tout prix, je dirais, de vouloir mettre en place à tout prix une paix bancale, provisoire forcément, on arrive à promouvoir des individus qui n'ont aucune qualité à gouverner un État. On produit un monstre. M. Pierre Nkurunziza est la créature de ce compromis, de cette architecture absolument, inacceptable. Il faut qu'on réfléchisse de plus en plus, et je le dis depuis des années, sur les instruments de la communauté internationale pour résoudre les conflits. On ne peut pas appliquer tous les instruments systématiquement. On ne peut pas dire tous les jours aller faire un dialogue, alors que c'est très bien que le dialogue est impossible. M. Pierre Nkurunziza est une créature de cette communauté internationale. Comment voulez-vous que cette communauté internationale dénonce son propre monstre? Vous savez, c'est comme le monstre de Frankenstein. Il y a une sorte, je dirais comme ça, d'affection naturelle entre le monstre et son créateur. C'est tout à fait normal. Pire que ça, c'est le monstre qui menace son créateur pour le tuer. En disant, mon père, ne me laisse pas tout seul. Si je pars, tu pars avec moi. Il y a une solidarité objective entre le monstre et son créateur. Nous en sommes là aujourd'hui, c'est la réalité. Alors, pour finir, je dirais que, est-ce qu'il y a une solution? La solution, elle est burundaise. La solution, elle est burundaise. Et il faut que les Burundais réclament de plus en plus qu'on revienne à la question fondamentale, à la cause initiale de cette crise. Et si on contourne cette cause, si on continue à considérer qu'on mettra en place un arrangement précaire au Burundi, arrangement politique précaire, on n'en sortira pas. Et n'oublions pas qu'il y a tous ceux qui sont tombés et que l'impunité ne doit pas être de nouveau érigée en un argument de sortie de crise. Merci beaucoup.